Moi, c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est la romancière Maud Ventura. Les émotions que je ressens lorsque je lis me rendent au-delà d'heureuse, et il y a des vrais moments de transe où je lis un livre que je juge bien écrit, qui me touche, et vraiment je relis des phrases et je me dis c'est impossible qu'un être humain ait écrit ça, et ça, vraiment ça me transcende. Maud Ventura fait partie d'une nouvelle génération d'écrivains qui ne s'embarrassent pas des étiquettes. Récompensée par le prix du premier roman en 2021, Mon mari pouvait se lire à la fois comme un thriller psychologique et une satire du couple bourgeois. Ce coup d'essai, vendu à plus de 400 000 exemplaires, a fait le tour du monde jusqu'à la table de chevet d'Oprah Winfrey. Avec Célèbre, qui vient de paraître chez l'Iconoclaste, Maud nous plonge dans la psyché fascinante de Cléo, une pop star planétaire dont la détermination n'a d'égal que la solitude. C'est drôle, cruel, sans concession sur notre époque et le culte de la réussite qui rend fou. Tout dépend d'où on se place. Bonjour Maud. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Je suis ravi de vous accueillir ici. Je disais oui, les podcasts, vous, ça fait partie de votre quotidien, de votre métier d'écrivain, n'est-ce pas ? C'est même un de mes premiers amours. J'en écoute beaucoup. J'aime beaucoup la radio aussi. J'ai commencé à France Inter. J'ai eu mon propre podcast. J'y ai animé une émission. Donc effectivement, l'audio fait partie de ma vie. C'est pas du tout contre-intuitif. C'est pas l'inverse de la lecture. C'est quelque chose qui est complémentaire, qui nourrit l'écriture et la littérature. En tout cas, oui, moi, ça me nourrit beaucoup. Encore sur le chemin pour venir vous voir, j'écoutais un podcast et ça m'inspire, ça me nourrit, toutes ces histoires de vie. C'est un puits vraiment inépuisable d'histoires et de manières de parler, d'informations aussi. Donc, en tout cas, c'est là où moi, je puise beaucoup de mon inspiration lorsque j'écris. On va en parler justement de votre inspiration et des livres. Alors, Célèbre, qui vient de sortir chez l'Iconoclaste, on peut préciser tout de suite, c'est pas une autobiographie, n'est-ce pas ? Alors non, je ne suis pas une pop star mondiale, je ne suis pas une pop star qui chante devant 200 000 personnes, donc non, ce n'est ni une autobiographie, ni même une autofiction, c'est une fiction, c'est un roman, même un roman un peu d'aventure, avec des rebondissements des personnages, et cette fiction qui invente l'histoire de cette chanteuse qui va devenir mondialement célèbre. Alors c'est qui Cléo ? C'est un mélange de Taylor Swift, de Lady Gaga, de Madonna à une autre époque. Expliquez-moi un petit peu comment vous l'avez conçu, parce que y a des romans qu'on nourrit à partir de ses proches ou de gens qu'on a croisés. Les pop stars, par définition, en tout cas celle du livre, elle est quasiment inaccessible. Donc pour rentrer dans ce monde très fermé, on utilise uniquement son imagination. On utilise énormément de choses et tous les outils qui sont à la disposition d'un romancier, d'une romancière. Donc d'abord, oui, bien sûr, le pouvoir de l'imagination, de la projection. Et je suis persuadée que je n'ai pas besoin d'avoir vécu quelque chose pour le vivre, pour l'écrire, pardon. C'était déjà le cas dans mon premier roman où je racontais l'histoire d'une femme mariée, 2 enfants, 40 ans. À l'époque, j'étais étudiante et j'avais 25 ans. C'était très loin de ma vie. Et pourtant, je me suis mise dans la peau de cette femme. Et là, de la même manière, je me suis mise dans la peau d'une pop star, d'une chanteuse franco-américaine, blonde, à franges, très très loin de ma vie et très loin de mon quotidien, mais je suis persuadée qu'on peut raconter cette histoire et inventer et se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, ensuite, il faut beaucoup s'immerger dans ce monde. Je ne côtoie pas des pop stars américaines tous les jours. Vous connaissez Oprah Winfrey ? De loin. Elle vous connaît en tout cas. Exactement, elle a lu mon premier roman et elle l'a beaucoup soutenu lorsque mon mari était traduit aux États-Unis, My Husband, et il a vécu une très belle vie aux États-Unis, et là Célèbre sort d'ailleurs aussi aux États-Unis au mois de mai, donc j'espère qu'il connaîtra le même destin aux États-Unis, surtout que l'histoire là se passe aux États-Unis. Mais effectivement, j'ai dû m'immerger dans ce monde-là, dans l'industrie musicale, et donc je me suis plongée dans des podcasts, on y revient, des documentaires, et puis j'ai interrogé des personnes qui travaillent en maison de disques pour comprendre les rouages de cette célébrité à très grande échelle. Alors, vous avez une particularité sur les 2 romans jusqu'ici, c'est que vous écrivez à la première personne, au présent, on est dans l'action, mais on est surtout à la première personne, et ça vous permet de parler à la place de votre héroïne. Est-ce que c'est la manière dont vous aimez écrire ? Est-ce qu'il y a une forme de jeu de rôle ? Est-ce que vous avez l'impression de devenir le personnage ?
Je ne deviens pas vraiment le personnage, mais en tout cas, elle prend vie et elle est sur mon épaule. Donc Cléo, ce personnage que j'ai inventé, est à côté de moi et j'entends sa voix et elle existe. Et j'entendais souvent des écrivains raconter ça, parfois en interview, et qui disaient « mais oui, mon personnage existe ». Et je me disais « mais non, c'est de la fiction, comment on peut dire ça ?» Et maintenant, je le comprends et maintenant, je l'ai vécu, d'avoir ce personnage qui sincèrement prend vie. Et dans mes situations du quotidien, je me disais souvent « qu'est-ce que Cléo ferait ? Qu'est-ce que Cléo dirait ?» Et je suis très contente que vous parliez de cette première personne du singulier qui est très importante pour moi et qui est au cœur aussi de ma promesse d'écrivaine, la promesse que je fais au lecteur, qui est pendant 500 pages, vous êtes dans la peau de l'une des femmes les plus célèbres au monde. On rentre dans sa tête. Et notamment dans la célébrité, par définition, on la vit toujours à distance. On est fan de quelqu'un, on a parfois des idoles et c'est toujours décrit de l'extérieur. Ces personnages très charismatiques sont toujours décrits par le personnage de l'assistante ou par le personnage du voisin. On tourne autour. Et là, la promesse d'écriture était différente. On ne tourne pas autour du sujet de la célébrité, on est célèbre. On est dans cette peau-là, on vit dans sa chair ce que ça fait de sortir de son hôtel et d'avoir 100, 200 personnes qui crient notre nom, qui veulent nous toucher, qui veulent une photo qui se colle à nous. Donc il y a quelque chose de très sensoriel et c'est un vrai exercice d'écriture et ensuite d'empathie pour le lecteur, de se mettre à la place d'une personne célèbre et par définition, peu d'entre nous deviendront aussi célèbres et c'est une vie qu'on ne vivra pas, c'est d'autres vies que la nôtre et grâce à la lecture, on peut vivre cette vie-là. C'est un personnage qui sait avant de devenir célèbre, il y a une première partie où elle galère, en tout cas, même avant de galérer, elle est persuadée qu'elle va être une star. Est-ce que ça, c'est une constante chez ces grandes pop stars? C'est une sorte de conviction profonde, presque un peu mystique, que leur destin, comme certains pensent que se rêvent président de la République, il y en a d'autres qui se rêvent chanteurs, chanteuses ou acteurs, actrices. Est-ce que c'est un truc un peu mystique, ancré en eux, qui ne s'explique pas ? Oui, j'en suis intimement persuadée et c'est la raison pour laquelle la première partie du roman s'intitule La foi. Comme vous le dites, il y a quelque chose de très mystique là-dedans qui ne s'explique pas et il faut se mettre en contexte. Ce sont des carrières extrêmement difficiles à construire, extrêmement incertaines où statistiquement on a quand même peu de chances de devenir la nouvelle grande pop star mondiale. Et donc il faut une dose de confiance en soi, de foi, d'ambition qui est très spécifique et que je trouve vraiment fascinante précisément lorsqu'elle se situe avant la célébrité. C'est être persuadé qu'on va réussir avant même d'avoir commencé. Et il y a un système d'auto-persuasion qui est très fort. Et ça, je m'en suis beaucoup rendu compte en discutant avec des célébrités ou en écoutant des podcasts, des interviews où ces personnes racontaient, mais depuis l'enfance ou même à l'adolescence, je savais que je deviendrais célèbre et je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas rationnel, il n'y avait aucune raison qui... Ça a l'air un peu fou comme ça. On se dit qu'ils sont un peu perchés. Mais vous ne pensez pas qu'il faut être un petit peu perché, comme vous dites, pour avoir d'aussi grandes aspirations et en même temps on ne fait pas de grandes choses à partir de doutes et en y allant à moitié. Donc ce désir, cette ambition profonde est aussi le moteur de grandes réussites. Alors vous, Maud, est-ce que vous aviez la conviction profonde que vous alliez être romancière ? Peut-être bien que oui. Mais la différence avec la vie est toujours plus ambiguë parce qu'il y a toujours l'illusion rétrospective. Si ma vie m'avait emmenée ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui on discuterait et je vous expliquerais pourquoi il était évident que mon destin était bien ailleurs. Donc je me méfie aussi de l'illusion rétrospective, mais c'est sûr que l'écriture fait partie de quelque chose de très intime depuis très longtemps, ancré en moi. Et c'est vraiment ce désir de l'écriture, effectivement, qui m'anime depuis l'enfance, je dirais, plus que le désir de célébrité, par exemple. Et l'écriture et la lecture vont de pair. Est-ce que pendant, je sais pas, X années, jusqu'à 8-10 ans, vous lisez plein de livres et un jour vous vous dites j'ai envie de faire pareil? Je dirais que c'est deux activités parallèles ou jumelles. J'ai toujours beaucoup écrit, d'abord dans des journaux intimes, donc pas du tout de la fiction, mais l'écriture faisait partie de mon quotidien et la lecture aussi. Et c'était deux activités qui se nourrissent, qui sont jumelles, qui sont voisines. Et un jour, elles se sont rencontrées, comme vous dites, le jour où je me suis dit, et si moi j'écrivais les romans que j'avais envie de lire?
C'est souvent ça que je constate avec mes invités, c'est qu'on franchit le cap, il y a presque une frustration dans les livres des autres, on cherche le sien, on ne le trouve pas, et à un moment donné, on se dit il faut que je le fasse moi-même. C'est un peu ça, non ? Oui, peut-être que c'est ça, effectivement, et je pense que un des moteurs de l'écriture est un désir très fort, et ce désir d'écrire, à un moment, prend le pas sur la peur, sur les doutes, sur le manque de confiance, et il devient impossible de résister. Et on se lance. Alors Maud, le titre de ce podcast, il est affiché, il est écrit autour de nous, hein, les gens qui lisent sont plus heureux. Depuis que j'ai créé ce podcast, j'ai des réponses très, très variées. Mais j'aime poser la question à tout le monde, c'est un rituel, je vais vous faire bûcher, comme un examen de philo. Est-ce que pour vous, Maud Ventura, les gens qui lisent sont plus heureux ? Je m'en méfie. Oui, de fait, les gens qui lisent, à mon sens, sont plus heureux. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de personnes très heureuses qui ne lisent pas. Et je ne place pas, étonnamment, la lecture au-dessus, nécessairement, de toutes les autres formes d'art. L'important, selon moi, est d'avoir un lieu d'expression, de transcendance. Certains vont être effectivement transcendés par un opéra. Certains vont être transcendés face à un tableau. D'autres, face à un air de Mozart, vont avoir des larmes de joie qui vont couler sur leurs joues. Et je ne pense pas qu'il existe une hiérarchie entre le cinéma, la musique, l'art pictural ou la littérature. Mais en tout cas, dans mon existence à moi très intime, oui, la littérature est au-dessus de tout. Et les émotions que je ressens lorsque je lis me rendent au-delà d'heureuse. Et il y a des vrais moments de transe où je lis un livre que je juge bien écrit, qui me touche. Et vraiment, je relis des phrases et je me dis, c'est impossible qu'un être humain ait écrit ça. Et ça, vraiment, ça me transcende. Mais en même temps, je peux comprendre. Et donc, je suis ravie d'avoir cet espace de beauté et de transcendance dans ma vie. Mais je suis aussi consciente que certaines personnes peuvent le trouver dans l'opéra. Je ne suis pas transcendée, par exemple, à l'opéra. Est-ce que ça vous arrive, vous, de croiser, je pense souvent des gens qui vous disent, moi, je n'ai pas le temps, j'ai plus le temps de lire. Et qu'est-ce que vous leur dites dans ces cas-là ? Je pense qu'il faut rencontrer le bon livre. Et la question de la lecture, c'est aussi de trouver son espace de lecture. Et parfois, moi, même ça m'arrive d'arrêter de lire pendant des semaines parce que je tombe sur des livres qui ne sont pas exactement les livres que j'ai envie de lire à ce moment-là ou dont j'ai besoin. Et donc, je pense que le bon livre au bon moment surpasse les écrans. Et que si sur la table de nuit, il y a le livre qui nous aspire, je vois bien comment on peut se coucher à 2-3 heures du matin pour le terminer et à quel point les écrans deviennent obsolètes. Mais donc je dirais que c'est une quête aussi permanente de trouver les livres qui nous correspondent, de sortir aussi de sa zone de confort de lecture, de son horizon d'attente en tant que lecteur, pour aller chercher le livre qui va nous transporter. Et en même temps, vous êtes d'accord, c'est hyper frustrant quand on ne trouve pas, non ? Oui, quand on cherche un livre, quand on va en librairie et qu'on se promène et qu'on feuillette des livres et que on est attiré par la couverture, on commence à lire les premières pages, et puis on se dit, ouais, pourquoi pas, on l'achète, on le ramène, et puis finalement, au bout de 50 pages, ça nous tombe des mains. Ça vous arrive, ça, non ? Bien sûr, et ça m'arrive souvent, mais je vois ça de manière positive. C'est aussi, toute ma vie, une quête d'aller trouver les livres qui vont changer ma vie. Et si chacune de mes lectures me transcendait absolument, ce ne serait pas une quête. Mais effectivement, dès que je lis un livre et que j'ouvre la première page, je me dis, est-ce que ce livre va changer ma vie ? Et c'est très rare, il y en a 10, 15, 20 maximum, de livres qui vraiment ont bouleversé mon existence. Et très concrètement, dans ma bibliothèque, ils ont une case à part, tout en haut de ma bibliothèque, une espèce d'Olympe, un panthéon, on pourrait dire, avec ces livres très rares à mes yeux. Et donc, dès que je lis, je me dis, est-ce que ce livre en fera partie ? Et c'est très beau aussi d'aller chercher ces œuvres qui nous touchent très intimement. Et effectivement, comme vous dites, elles ne courent pas les rues. Racontez-moi votre panthéon, alors. Donnez-moi 2-3 livres incontournables qui sont tout en haut de l'armoire. Alors d'abord, je veux préciser qu'ils sont incontournables pour moi et que c'est une quête intime, des livres qui vont me bouleverser à un point très précis. Je ne dirais pas absolument que ce panthéon est universel, loin de là. Et je pense que chaque lecteur peut constituer son panthéon en fonction des moments de son existence. Moi, dans mon panthéon, il y a par exemple L'art du roman de Milan Kundera. Je me souviens précisément avoir lu ce livre. C'est un livre où il raconte comment il écrit ses romans. Et j'avais lu les romans de Milan Kundera et un jour, je tombe sur cet essai et j'ouvre le livre. Et il raconte comment il a pensé ses livres,
comment il construit ses personnages. Et j'avais l'impression qu'un magicien dont je venais d'observer les tours de magie me faisait passer de l'autre côté du rideau pour m'expliquer toute la manigance et qui pouvait se passer derrière, l'arrière-cuisine, on pourrait dire, littéraire. Et j'ai été complètement bluffée. J'ai compris comment on construisait un roman. Et donc lui, il est dans mon panthéon. Ce livre a complètement changé ma vie. Vous le relisez souvent ? Je le relis très souvent. Et j'y vois très souvent des choses différentes. Et c'est ça qui est drôle. Je l'ai encore relu récemment et j'y ai trouvé des choses qui m'avaient moins marqué peut-être qu'à d'autres périodes de ma vie. Et puis ensuite, il y a un livre comme Passion simple de Annie Ernaux que je trouve magnifiquement bien écrit. Il y a Toucher la terre ferme de Julia Kerninon, une autrice contemporaine dont je dévore la langue. Il y a Ma dévotion de la même autrice. Il y a des livres d'Emmanuel Carrère, etc. Des écrivains de contemporains. Ça vous arrive souvent de tomber amoureuse, non ? Souvent, je suis tombée amoureuse 10 ou 15 fois d'écrivains ou d'écrivaines plus contemporaines ou plus anciennes. Il y a aussi des classiques. Dans mon panthéon, il y a La princesse de Clèves et puis il y a Gatsby le Magnifique qui est peut-être l'un de mes classiques préférés. Et de nouveau, je le relis souvent. Et dès que je relis ce livre, j'y vois autre chose. Pour moi, c'est l'archétype du roman parfait. En termes de construction et de narration, c'est le roman. Est-ce que chez vos parents, petite fille, il y a des livres partout ? Ou c'est vous qui avez amené les livres à la maison ? C'est plutôt moi qui amène les livres à la maison. Et maintenant, j'offre très souvent des livres à mes parents. Et donc, mes parents sont aussi devenus lecteurs depuis que je suis... Ils ne l'étaient pas ? Non, pas vraiment. On n'avait pas vraiment de livres à la maison. On était plutôt une famille, sportive. Les week-ends, on faisait des balades en roller, des randonnées à la montagne l'été. Donc, je dis souvent que j'ai grandi dans une famille plus décathlon que littérature ou librairie indépendante. Mais j'ai grandi entourée d'amour dans une famille très aimante. Et je pense que c'est une chance énorme et je me rends compte à quel point ça donne La lecture, c'était pas une manière de vous échapper de la famille. C'était pas un échappatoire. Non, pas vraiment. C'était davantage un lieu de jubilation et de joie. Et en revanche, effectivement, il y avait peu de livres à la maison, mais on avait une bibliothèque municipale pas très loin. Et le mercredi... Où avez-vous grandi, Maud ? En région parisienne. En région parisienne, ouais. Tout à fait. Et le mercredi, ma mère nous emmenait avec mon frère à la bibliothèque et on choisissait des livres. Donc les livres venaient peu à peu à la maison. Et aujourd'hui, vous transmettez cette passion régulièrement. Est-ce que ça vous arrive souvent d'offrir des livres ? C'est même pas régulièrement, c'est que je n'offre quasiment que des livres. C'est vrai. Et c'est drôle, j'étais chez mes parents le week-end dernier et on commence à parler de Noël. Et donc on dit, qu'est-ce que vous voulez pour Noël ? Et mes parents me répondent, comme d'habitude, tu nous fais une petite sélection de livres. Et donc ça fait des années qu'effectivement à Noël, j'offre à chacun des membres de ma famille des livres et on en parle dans les semaines et les mois qui suivent où ils me disent, ah ça y est, j'ai lu par exemple Vivre vite de Brigitte Giraud, qui est un de mes livres préféré. Qui a eu le concours il y a 3 ans. Exactement, et que j'ai offert à mon père, un Noël, et qui est un de mes livres de mon panthéon, justement. Et on en parle dans les semaines qui suivent. Qu'est-ce que vous... non, peut-être qu'il ne faut pas le dire ici, mais qu'est-ce que vous pourriez nous offrir qu'est-ce que vous pourriez m'offrir à Noël comme livre, Maud, que je n'ai pas lu, peut-être? Je pense que je ne vous connais pas encore assez. Et pour chaque membre de ma famille, justement, j'ai un profil de lecture. Et vous faites des fiches un peu comme votre héroïne dans Célèbre, qui fait une fiche sur chaque pop star, sur son ascension et tout. Vous faites une fiche sur les gens, vous, sur les lecteurs, c'est ça? Oui, mais il ne faut pas le dire. D'accord. Non, mais plus sérieusement, effectivement, je connais bien mes proches, mes parents, mon frère, et donc je sais quel livre j'ai pu leur offrir et qui a pu leur plaire. Et donc, je vais dans une direction qui peut les intéresser, avec parfois des ratés, parfois des prises de risques réussies. Et donc, j'aurais besoin d'en savoir un peu plus sur vous pour vous offrir le livre. Après, je peux aussi ne pas prendre beaucoup de risques, aller dans mon panthéon et vous offrir Gatsby le Magnifique ou Vivre vite de Brigitte Giraud. Mais bon, vous avez lu déjà beaucoup. J'ai jamais lu Gatsby, en fait. Eh ben voilà, je sais ce que je vais vous offrir à Noël. Ouais. Non, mais je sais, et pourtant j'ai tourné autour cet été avant de partir en vacances. Je cherchais des poches et il y avait une couverture qui me plaisait. Et puis finalement, je ne l'ai pas retrouvée. Et la couverture qui était dans la librairie où j'étais près de chez moi, elle ne m'a pas donné envie. Donc finalement, j'ai changé. Mais parfois, ça se joue à rien, n'est-ce pas? La contingence d'une lecture. C'est complètement... c'est un peu irrationnel, non?
Eh ben, j'ai trouvé votre cadeau de Noël et je vous conseille d'ailleurs de le lire dans sa traduction chez POL qui s'appelle tout simplement Gatsby et je trouve qu'il est extrêmement bien traduit et la couverture est magnifique. C'est une couverture POL toute simple, blanche, avec écrit Gatsby en bleu nuit. Voilà un cadeau de Noël idéal. Alors si on parlait des réseaux sociaux, Maud, c'est un vrai débat. En ce moment, il y a beaucoup de médias qui quittent certaines plateformes, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformation. Est-ce que il y a aussi la prime à la vidéo qui choque ou à la déclaration qui choque? Est-ce que les écrivains ont vraiment leur place sur les réseaux? C'est une question que je me pose souvent, je n'ai pas la réponse. C'est très ambivalent parce que les réseaux sociaux... Alors, je vais resserrer un petit peu le sujet. Je vais parler d'Instagram parce que je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Facebook, donc je ne peux pas parler des réseaux sociaux, enfin X, pardon, de manière générale. Mais en tout cas, pour Instagram, c'est assez ambivalent parce que c'est ce qui me permet de discuter avec mes lecteurs. Et je reçois des retours de lecture, j'échange et je réponds à chaque personne. Et c'est un moment très intéressant pour moi de comprendre ce qui a pu toucher le lecteur. C'est une manière de communiquer directement avec eux, notamment aussi d'annoncer les dates où je vais être en tournée dans différentes librairies. Donc c'est un lien direct avec mon lecteur. Donc je vois ça de manière plutôt positive. En revanche, effectivement, la question, c'est le temps qu'on y passe. Et combien de temps est-il légitime ou souhaitable de passer sur Instagram chaque jour à communiquer avec mes lecteurs plutôt qu'à écrire mon prochain roman. Donc c'est plutôt ainsi que je me pose la question. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de bulles. Et je suis dans une bulle Instagram autour du roman où je suis d'autres écrivains et des communautés de lecteurs et de lectrices. Je suis assez loin de la désinformation et des images chocs qu'on peut trouver aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez un écrivain comme le Goncourt, Nicolas Mathieu, qui aime bien donner son avis sur l'actualité, qui fait des longs posts. Si on les mettait au bout à bout, ça ferait un gros bouquin. Est-ce que vous, par moment, ça vous démange de donner votre avis sur l'actualité, d'utiliser les réseaux comme une plateforme pour aller un peu au-delà de l'écrivain de fiction? Et bien justement, c'est une question que je me pose encore. Je propose qu'on en rediscute dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je pense que mon avis sur la question va évoluer, mais effectivement, ça m'interroge en tant qu'écrivaine. Quelle est ma place dans l'espace public? Quelle est la valeur accordée à ma parole? Est-ce que je dois prendre position politiquement? Oui, non. Est-ce que c'est souhaitable? Et est-ce que j'ai envie de le faire? Et donc, j'ai pas encore tranché, mais pour l'instant, effectivement, je suis plus dans la réserve par rapport à un écrivain comme Nicolas Mathieu, où effectivement, il s'exprime très librement sur ses réseaux sociaux. Moi, je suis plus en réserve, je parle de mes romans, je parle des lectures que j'aime, mais effectivement, c'est une vraie question, celle de l'écrivain et de sa parole, politique ou non. Vous avez l'impression que les lecteurs attendent ça de vous? Certains l'attendent ou même vous interpellent sur des sujets? Non, on ne m'interpelle pas vraiment sur ces sujets, mais je pense que ça peut changer. Et puis ça dépend aussi de la littérature dans laquelle on s'ancre. Nicolas Mathieu écrit cette littérature du réel, une littérature engagée. Et donc effectivement, c'est beaucoup plus poreux avec une prise de position politique, alors que je m'ancre vraiment dans le territoire de la fiction, ou en tout cas, l'engagement littéraire qui est le mien est beaucoup plus loin d'un engagement proche du réel. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout affirmative et peut-être que je changerai d'avis. Et puis peut-être aussi que l'actualité peut me faire changer d'avis. Si je vivais aux États-Unis et en pleine élection pour Trump, peut-être qu'effectivement, je prendrais position, comme certains artistes que j'ai pu suivre pendant l'écriture de Célèbres ont pu le faire, alors qu'historiquement, ces pop stars, par exemple, ne prenaient pas du tout parti politiquement, et le contexte a fait que là, elles ont dit allez voter pour Kamala Harris. Alors c'est intéressant parce que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on nous a expliqué que Taylor Swift pouvait faire changer les élections américaines et qu'en tout cas, elle avait poussé des Américains à s'inscrire sur les listes. Et puis finalement, dans la dernière ligne droite, on s'est rendu compte que c'était presque soit contre-productif, soit que ça servait à rien. Et que les pop stars, finalement, on leur demande de rester à leur place. C'est vrai, non ? Ou peut-être que c'est propre aux Américains. Je ne sais pas si on leur demande de rester à leur place, parce que je pense que la prise de position de Taylor Swift a été, dans la majorité des cas, saluée, valorisée, et qu'au contraire, on leur en voulait de plus en plus de ne pas prendre position. Donc je pense qu'on glisse plutôt dans un monde où on nous force
à prendre position lorsqu'on est une personnalité publique. Et que la position de Taylor Swift pendant longtemps de ne pas prendre position était de plus en plus intenable. Et effectivement, comme vous le dites, est-ce qu'on a survalorisé aussi l'impact de sa prise de position ? On connaît aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cet épisode, les résultats de cette élection présidentielle. Mais ça me touche beaucoup ces questions-là autour de la célébrité et des prises de position politique. Et qu'est-ce qu'on attend de nos célébrités ? Qu'est-ce qu'on attend d'une pop star ? Et c'est l'une des questions que soulève Célèbre. Dans le roman, je me posais la question de qui est-ce qu'on choisit d'admirer ? Qui sont nos idoles ? Et qu'est-ce qu'on attend d'elles ? Et peut-être qu'effectivement, il y a quelques années, on attendait des pop stars qu'elles incarnent, qu'elles soient assez distantes et inaccessibles et qu'on ne sache surtout pas ce qu'elles pensent. Et peut-être qu'on glisse vers un moment où les pop stars et les célébrités doivent être normales, accessibles. On le voit dans les scènes du roman où elles s'expriment sur les réseaux sociaux de manière en apparence très naturelle et très directe et où on a envie d'avoir leur opinion. Donc la question de qu'est-ce qu'on attend de nos célébrités, pourquoi on les admire et qu'est-ce qu'on veut d'elles, c'est vraiment le cœur du roman. Et on voit que j'ai tourné autour pendant toute l'écriture, mais je n'ai pas encore exactement les réponses. Et c'est la beauté du roman. Je n'arrive pas avec des réponses, mais j'arrive avec cette ambiguïté et cette vérité un peu parcellaire de la fiction. Ce qui serait super, c'est que Taylor Swift, elle lise Célèbre. Vous pensez qu'elle pourra apprendre des choses ? C'est un peu une mise en garde aussi, ce livre, non ? Peut-être. J'aimerais beaucoup, effectivement, que Taylor Swift l'ait un jour entre les mains, mais qui sait, il sort au mois de mai aux États-Unis, donc ce n'est pas si impossible, même si c'est fortement improbable. Mais effectivement... Si Oprah a lu mon mari, je pense que Taylor peut lire Célèbre. Effectivement, non, mais on s'y rapproche. Hein. On s'en rapproche petit à petit. C'est vrai, mais en tout cas, à l'échelle de Taylor Swift, je ne sais pas si j'aurai un jour un coup de téléphone avec elle et qu'elle pourra me donner son avis sur le roman. Mais en tout cas, en France, j'ai discuté avec des célébrités lors de l'écriture de Célèbre pour avoir leur intuition, pour comprendre aussi le quotidien de la célébrité et son impact sur la vie privée, la vie mentale. Et donc des stars françaises que je ne citerai pas ont lu Célèbre et m'ont dit... Ils l'ont validé, m'ont dit mais c'est exactement ça, c'est complètement fou. Et donc j'ai déjà eu cette validation à une échelle un peu plus... Alors modeste. Moi, je valide aussi, Maud, j'ai adoré ce livre. J'adore l'univers des pop stars et j'adore votre style, votre ton, à la fois... on va dire pince sans rire, il y a un humour noir et une gravité, une petite forme de naïveté aussi, parce que je pense que vous y croyez, comme votre héroïne a cette capacité presque à changer le monde d'une pop star. Donc moi j'encourage tout le monde à lire ce livre. Maud, c'est la fin de cet entretien, de ce podcast. Je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Donc c'est la fin de cet épisode avec Maud Ventura. Je vous encourage à en parler, à le partager et bien sûr à lire Célèbre qui vient de paraître chez l'Iconoclaste. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les gens qui lisent sont plus heureux.